Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France AIDA 2024, AIDA Master Instructeur. Je parcours le monde de Bora Bora au Blue Hole égyptien avec ma monopalme sous le bras pour vivre mon rêve de grand bleu. Mais je suis surtout comme vous, un amoureux de la communauté apnée, un passionné de l'océan. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et les parcours inspirants de nos hommes et nos femmes dauphins, de champions ou des débutants. Let's go! Pour ce deuxième épisode de la Freediving Family, j'ai décidé d'inviter une membre de l'équipe de France AIDA, ECMAS, une membre aussi de la team Pro Blue Addictions, une freediveuse qui peut atteindre les 90 mètres de profondeur, une jeune femme ambitieuse, une actrice aquatique, mais aussi une grande amoureuse des animaux. Cette invitée n'est autre que Eva André. Eva, je l'ai rencontrée à Nice il y a 3 ans, lors des entraînements au CIPA, le Centre International de la Plongée en Apnée, la Mecque de l'apnée en France hexagonale. Depuis 2021, j'ai pu voir sa progression sur les réseaux sociaux, dans l'eau et en tant que commentateur. Cette progression, elle est fulgurante, jusqu'à rimer avec 90 mètres. Ce que j'aime chez Eva, c'est qu'elle en veut. Elle a le couteau entre les dents et le sourire toujours présent. Elle est authentique. Lorsqu'elle aime, elle le dit. Lorsqu'elle n'est pas d'accord, elle le dit aussi. C'est un caractère solide, qui porte déjà haut les couleurs de l'apnée tricolore. Nous avons tous les deux un point commun. Le désir de développer l'apnée et de professionnaliser notre sport. Eva, c'est aussi pour moi la prochaine femme française à atteindre les 100 mètres de profondeur. Je vous invite à écouter son interview et à découvrir son parcours. N'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast pour qu'il touche un maximum de freedivers francophones. Let's go pour ce deuxième épisode de la Freediving Family avec Eva André. Bonjour Julien. Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir pour ce deuxième épisode de la Freediving Family, un podcast que j'ai complètement improvisé la semaine dernière. Et, Ça me fait très plaisir aussi. et puis c'est un peu grâce à toi, c'est un peu les conversations qu'on a eues pendant le championnat du monde en Corse, où on parlait de développer l'apnée, que l'apnée est un sport jeune et qu'il a besoin de se faire connaître. Et je me Ouais, disais que effectivement. un podcast qui met en valeur nos freedivers, qu'ils soient des champions ou même des débutants, était important. Donc j'avais envie de t'inviter pour découvrir plus ton histoire. Donc je voulais te demander, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où est-ce que tu as grandi, quel est ton parcours scolaire, et puis est-ce que tu as fait d'autres sports de haut niveau avant l'apnée? Bien sûr. Donc, je suis née sur la promenade des Anglais, donc très près de la mer. Et j'ai fait mes études à Nice. Je suis très attachée à cette ville, à tel point que quand j'ai essayé de partir à Reims pour mes études, ça n'a pas trop marché. J'ai tenu 2 semaines. C'est de te dire à quel point je suis attachée à ma région. Ah, t'as Euh, fait 2 semaines de cours et t'es rentré. Ouais, j'ai craqué. J'ai dit non, je veux pas. Puis je venais de découvrir l'apnée, donc j'ai rendu mon appart. J'avais signé un bail de 3 ans. Ça a été un peu compliqué. L'agence immobilière était pas très contente. Mais ouais, ouais, je suis rentrée. Je suis hyper attachée à ma région. Ah ouais, Donc bah j'ai fait oui. mes études à Nice. J'ai passé mon bac à Nice, puis j'ai fait une classe prépa, une prépa. On appelle ça une prépa HEC. En fait, c'est une classe prépa dans laquelle on faisait beaucoup de maths, de philo, de géopolitique, de langue. Donc c'était une formation académique très complète. Ensuite, j'ai fait une licence de mathématiques, donc j'ai une licence de maths. Et j'ai fini par une école de commerce, un master 1 et un master 2 à la Toulouse Business School. Ok. Voilà. Et avant de faire de l'apnée, donc je faisais de l'équitation. J'ai fait les championnats de France 2 années de suite. J'adorais ça. C'était vraiment, enfin, c'était pas du haut niveau comme en apnée, mais j'y mettais beaucoup de temps, beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Ah ouais, t'étais au niveau national en équitation. Mais tu faisais quoi comme épreuve alors? Les épreuves de Du saut saut? d'obstacle. Ouais, du saut d'obstacle avec mon petit Cochise, qui est mort d'ailleurs il y a 3 ans maintenant. C'était mon petit cheval. C'était un petit cheval de club, il n'était pas trop adapté au concours, mais c'était un amour, c'était le cheval le plus gentil, c'était le cheval des Indiens, c'était un Appaloosa, il était Un taché Appel. noir et blanc. Et comment il s'appelait? Voilà. Cochise, comme le grand chef Cochise. indien. Voilà. D'accord. Et donc après ton école t'as fait Toulouse Business School, c'est ça? Et ça, maintenant, ça s'appelle TBS Éducation, ils ont renommé l'école. Et oui, c'est l'ancienne ESC de Toulouse, en fait. Ok. Et t'as profité un peu de ton M2 et de tout ce que t'as appris dans cette école de commerce pour lancer ta carrière d'apnée? En fait, c'est juste après mon diplôme, en 2021, je suis revenue des championnats du monde. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver des sponsors. Et déjà, j'avais commencé à discuter un peu avec eux quand j'étais encore
dans leur école en disant, voilà, moi j'aimerais bien financer mes prochaines compétitions. Et c'est eux qui m'avaient aidé à trouver mes premiers sponsors. En fait, je suis passée par leur newsletter alumni. Et Ok. c'est grâce à eux que j'ai trouvé mon tout premier sponsor, je me souviens, pour Et t'as financer les commencé en quelle championnats année en exactement à 2020. faire de l'apnée alors? J'ai commencé en 2017. Ouais, 2017. Ok. J'ai fait mon baptême d'apnée en 2017, fin 2017, à la fin de l'été, Et tu l'as fait où ton baptême d'apnée? à la bouée du Lido à Villefranche, La bouée du Lido à Villefranche. Avec qui? avec Gilles Gambini. Avec Gilles. D'accord, Gilles qui est Ouais, aussi membre de l'équipe de France et ouais, en fait, c'est grâce à lui que je fais de l'apnée. En fait, je passais mon niveau 2 de plongée bouteille. Et en fait, je suis allée chez Django Diving, je me souviens, pour ok. passer mon niveau 2 de plongée bouteille. Et je suis tombée sur Gilles, que j'ai trouvé super canon. Et quand il m'a proposé de faire de l'apnée, j'ai de suite dit oui. Tu m'étonnes parce que moi aussi, s'il me l'avait proposé, j'aurais dit oui, Gilles. Ouais, tu comprends, hein, ouais. Et du coup j'ai trop accroché avec l'apnée. Et depuis, voilà, Et avec Gilles, du coup. Ouais, avec Gilles aussi, on a passé 3 ans ensemble. Et voilà, c'est vraiment, c'est lui qui m'a accompagnée vraiment dans mes débuts, quoi. Donc en fait, ton début dans l'apnée, c'est aussi, enfin, c'est Ouais, personnel, mais c'est aussi une histoire c'est une d'amour. histoire ouais, c'est aussi une histoire d'amour, ouais. Ah, c'est génial. Et donc, pendant 3 ans, bah, avec Gilles, vous étiez deux amoureux et vous étiez aussi deux compétiteurs. Ouais, c'est ça. Et Et vous c'est lui êtes qui m'a aidés coaché au l'un et début. l'autre. Ouais, enfin, c'est surtout lui qui m'aidait au début parce qu'il avait un niveau bien supérieur au mien, parce que moi, j'ai débuté. Et donc, il me donnait plein de conseils, on s'entraînait ensemble. C'était très sympa. Ok. Et c'est là où vous avez commencé à aller au SIPA? Il était déjà au SIPA, et c'est lui qui m'a fait venir au SIPA. Lui, à cette époque-là, il travaillait chez Django Diving. Donc, on plongeait davantage chez Django. Et quand ça s'est arrêté avec Django, il m'a proposé de venir, de découvrir le SIPA. Puis voilà, c'est lui qui m'a introduit au SIPA. Ok. Donc, on le rappelle pour les auditeurs, le SIPA, c'est le Centre international de la plongée en apnée qui est basé à Nice, qui est un peu la Mecque de l'apnée en France hexagonale. Et je dis maintenant France hexagonale parce qu'il y a une nouvelle Mecque pour moi qui est en train de naître, c'est celle d'Ajaccio, en Ouais, Corse, complètement. avec Complètement. l'école d'Abdelatif Alouache. Et on a souvent parlé de l'école niçoise, et je pense qu'il y a l'école corse qui va s'imposer de plus en plus dans le milieu de l'apnée. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses, toi. moi, je suis totalement d'accord. Parce que ce qu'a fait Abdel, c'est assez unique. C'est le seul club privé qui propose de l'apnée profonde, puisqu'au SIPA, c'est associatif. On avait Django Diving, mais il fait davantage de la randonnée palmée. On a Blue Addiction, qui est une école aussi, qui fait de la formation. Mais voilà, chez Abdel, c'est le club vraiment, je pense, dédié aux compétiteurs. Et il a l'originalité d'avoir fait un club, euh, parce que lui-même est compétiteur. Donc, il a vraiment designé tout un setup pour de la profondeur. Ouais, c'est vrai que le setup est très impressionnant. Bah, on a pu en profiter, toi et moi, pendant les championnats du monde. Et puis même toute cette bienveillance et cette ambiance Ouais, c'est qui est en très chouette. Corse, Moi, qui est hyper j'adore. constructif. Je pensais jamais dire ça un jour, mais j'adore les Corses. Ben ouais, c'est incroyable. Je savais pas à quelle sauce on allait être mangé en Corse, et au final, incroyable. Moi, dès que je suis arrivée la première fois, j'ai dit, ah ouais, c'est super sympa. C'est vraiment très orienté compétiteur et en même temps à la fois très familial. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est eux, enfin, c'est cette ambiance-là qui m'a amené à vouloir créer ce podcast Freediving Family. Ouais, Et c'est cet ouais, c'est vrai qu'il y a esprit-là que j'ai quelque envie de chose. conserver, quoi. Ouais, aller au café après les entraînements. Ouais, faire la fête après les compètes. Non, c'est Ouais. vraiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a un esprit très famille. Eva, j'ai envie de te dire un mot. Vas-y. 90. 90! Oui, oh là, il me plaît celui-là. Ouais, il me plaît. Je me suis longtemps moquée des Belges et des Suisses pour leur façon de dire 90, mais en fait, je trouve que ça, c'est tellement plus joli. 90. Parce que je m'entraîne avec Marine Simonis, qui est d'ailleurs en médaille d'argent en CNF. Et c'est vrai que du coup, maintenant, on parle en 70 et 90. Au départ, c'était pour rigoler, puis maintenant, je suis devenue premier degré avec ça. Bah ouais. Donc, Je ouais, crois que je vais j'ai rejoindre fait le groupe. 90. Ouais, j'ai fait 90 du coup au championnat du monde à Kalamata. Donc, trop contente. Vraiment, Donc 90, c'était. c'est pour nos amis franco-français, c'est Ouais, 90 mètres. ouais, c'est ça. C'est ça. Et 80. je vais te partager, Donc, ça me fait extrêmement plaisir aussi de t'entendre dire que tu as fait ces 90 mètres parce que on s'est retrouvé en début de saison, tu étais assise sur les marches de la base de l'Aigle au SIPA, ouais. la mine toute déconfite, j'avais pas encore compris ce qui s'était passé. Ouais, je Et, pleurais toutes les larmes de mon et corps. tu Donc. pleurais, je sais pas, bon, t'étais dans ta bulle, t'étais pas bien.
Et je crois que ce début de saison a commencé un peu de manière compliquée. Tu t'étais fait Ouais, une c'était blessure, c'est ça? difficile. Ouais. En fait, c'était pas une grosse blessure, mais je me suis perforé le tympan sur ma première plongée du NAC, donc le Nice Abyss Contest, qui est une compétition organisée par le CIPA justement. Et je me rappelle m'être mise à l'eau et pas, je réussissais pas à me calmer, j'étais très stressée. Et d'ordinaire, j'arrive à me calmer une fois sous l'eau. Et là, j'ai fait mon canard, j'ai décollé et je me rappelle m'être dit, t'es pas bien, fais demi-tour, ça va pas. Et je me suis dit, mais non, je peux pas rater cette plongée. De un, c'est la première. Donc, si je la réussis, ça veut dire qu'après, je peux lâcher les chevaux. Donc, c'était ma caution, en fait, pour kiffer mes prochaines plongées. C'était une plongée qui était censée être facile, 75 mètres, bien qu'il n'y ait pas de plongée facile, hein, au-delà de 60-70, c'est toujours de l'engagement. Mais c'était une profondeur accessible que j'avais réalisée plusieurs fois. Et puis voilà, je voulais pas, je me suis dit, je peux pas rater ça, quoi. Et en fait, j'aurais dû m'écouter parce que j'étais très stressée, j'ai loupé une compense et au lieu de tourner et de remonter, je me suis dit, je peux y aller, c'est juste à côté. Et voilà, j'aurais dû tourner et je me suis, voilà, j'ai entendu un petit ploc dans mon oreille, très léger. À tel point que Karl ne l'a pas vu quand il a regardé mon oreille la première fois. Et c'est le lendemain, quand j'ai essayé de compenser, que j'ai senti qu'il y avait de l'air qui passait, que j'ai compris qu'il y avait une petite blessure. Ah, Mais c'était très léger. Mais oui, ça a été un petit peu, ça a été un petit électrochoc, quoi. Ça m'a un peu mis. Puis surtout que c'était bah voilà, la première compète sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Morgane, notamment, qui me coach. alors Et c'est un Morgane, début de saison juste compliqué. pour revenir un peu sur les protagonistes dont tu as parlé, Ouais, Karl, c'est le médecin, Karl Willem, c'est ça. Ouais, qui est un excuse-moi, médecin hyperbare à Nice, qui est le médecin des compétitions, et Morgane Bourkis, qui est un grand champion d'apnée et qui est aussi ton coach, ouais, c'est ça? ouais, c'est ça qui m'a coachée cette année. Donc, il s'occupait de toute ma prépa physique, ma prépa hypoxique, hypercapnique. C'est vraiment une pointure. Vraiment, je le sens d'ailleurs sur mes résultats, sur ma façon de plonger. J'ai vraiment évolué cette année grâce à lui, grâce à son programme. Et voilà, donc c'est une échéance qu'on avait bien préparée, à laquelle on pensait depuis des mois. Et c'était la première partie de la concrétisation de tout notre travail. Donc ça a été un petit peu dur à encaisser. Ouais, t'imagines, c'est sûr. Ouais. Par contre, derrière la saison, t'as explosé, quoi. C'était génial. Bah, enfin, ça n'a pas été si évident que ça parce que quand même, quand je suis arrivée à... Bon, j'ai fait une belle plongée, je me rappelle, tu étais là. J'ai fait une belle reprise de volée. À ton 82 ou ton 84? Ouais, 88, j'ai fait 88 en juillet. Donc je suis arrivée à Ajaccio avec cette idée de me dire, bon, on va sauver les meubles, c'est ta première remise à l'eau, donc on va essayer de se qualifier en équipe de France quand même, ce serait dommage de passer à côté de ça. Et en fait, ça s'est super bien passé. Je me rappelle, il y a Marion Chavanne, donc, qui est aussi une apnéiste membre de l'équipe de France, qui me dit, bah, fais un rétro-planning et essaye de faire un PB. Et j'y avais pas du tout pensé. Et grâce à elle, en fait, le dernier jour, je me suis dit, ouais, vas-y, annonce 88. Et c'est passé. Et après ça, j'ai eu du mal à retourner profond. J'ai eu un petit coup de fatigue. Je suis arrivée au championnat, à la préparation pour les championnats du monde d'Aïda à Ajaccio. Ça a été un petit peu compliqué. J'avais des problèmes de compense de nouveau et des petits problèmes de confiance qui revenaient parce que je me disais, bon, j'ai pas envie de me refaire mal quand même, ce serait dommage. Et en plus, on a eu la météo qui s'en est mêlée. Donc là où je pensais annoncer un 85-87 sur un championnat du monde, j'ai dû annoncer 80. Je suis très contente d'avoir annoncé ça parce que j'avais pas beaucoup plus de toute façon en compensation le jour J. Mais voilà, quand il s'est mis à faire très froid, bah, tu t'en rappelles, hein, c'était un Oui, temps brûlant, quoi. c'était assez violent, surtout quand Il tu a fallu reviens de adapter Bora ses Bora. annonces. Ouais, ouais, il a fallu adapter ses annonces. Donc c'était un petit peu frustrant. Donc en fait, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel. Et à Kalamata, je suis arrivée et tout s'est bien passé. J'ai pas fait un early turn. J'étais très contente d'être là. Et donc je me suis dit, bah, vas-y, c'est le moment de tenter quelque chose. Et donc j'ai décidé d'annoncer 90, alors que j'avais fait 86 à l'entraînement et que j'étais pas retournée à 88 dans les semaines qui précédaient. Donc c'était un peu un coup de poker parce qu'il y a ce côté championnat du monde one shot. Donc tous les yeux sont rivés sur vous. Vous avez qu'une seule plongée. Il y a ce côté personnel best et le côté chiffre rond qui fait peur, en fait, qui terrorise un peu. Enfin, en tout cas, moi, il me faisait peur. Et malgré ça, j'ai réussi et je suis super contente parce qu'en plus, c'était une belle plongée. Mais j'ai été très, très stressée avant. Je me suis dit, Eva, note-le quelque part, tu es extrêmement stressée avant cette plongée. Voilà, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un événement très stressant, mais je suis très contente de l'avoir fait. Ouais. Alors, si on fait un rappel, pour moi, il y a Alice Modolo qui est à 100 mètres et il y a Ouais. Mariana Gispelli, c'est ça? Gillespie, je crois. Ouais. Gillespie, Ouais. ouais. Mariana Et- qui passe sous la bannière, elle repasse sous la bannière russe ou internationale, je crois. D'accord. Bon, on va dire en gros qu'il y a Alice Modolo.
qui est à 100 Ouais, mètres. Première femme ouais, française à 100 mètres. ouais, c'est vrai. Et derrière, il y a toi qui arrive. Il y a Bibi. Ouais, bah ouais, j'aimerais bien. Ce serait un honneur un jour de pouvoir dire que je peux potentiellement être une concurrente d'Alice. Ce serait très, ouais, Non, ce mais ça serait va très. arriver. C'est sûr et Oui, certain. oui, C'est c'est vrai que sûr et j'adore certain. Alice. Elle est très inspirante. C'est une grande athlète. Et si un jour ouais, si un jour j'arrive à son niveau, ce serait incroyable. Mais je pense que c'est une question de temps. Bon, après, elle va continuer à progresser, mais c'est vrai que j'aimerais bien arriver à 100 mètres. Je pense que c'est accessible. Et c'est vrai que c'est une belle source d'inspiration, quoi. Ouais, c'est clair. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir ton évolution et de voir que le niveau français est en train d'exploser, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. On a pu le voir avec des nouveaux arrivants, C'est comme vrai. Julien Bourseau, par exemple. On n'a pas Ah vu ouais, arriver Le père Bourseau, comme on l'appelle. le père Bourseau. Le niveau français est vraiment en train d'exploser. Ah ouais, c'est vrai que je pense à Mathieu, à Eddy qui a fait une médaille de bronze au championnat du monde. Voilà, maintenant, c'est presque devenu normal d'avoir des Français au-dessus de 110, quoi. Ouais. À Nicolas Jaouane aussi, qui a fait une super perf, qui a fait quatrième. Et je suis très fière et je suis très inspirée d'être dans leur équipe et j'espère pouvoir voilà, être au niveau et voilà, avoir la même patate qu'eux, quoi. Bon, en tout cas, tu as tout ce qu'il faut pour. Tu es bien entouré avec la team Pro Blue Addiction. Si tu peux nous en dire un petit peu, un petit mot sur cette team de pro? Ouais, bien sûr. Alors, la Team Blue Addiction, donc c'est la première équipe professionnelle d'apnée. Euh, le but, c'est de fonctionner un peu sur le même modèle que les équipes professionnelles de cyclisme. Donc en fait, on regroupe des athlètes. Entre nous, on est trois. Il y a Dimitri, Marine et moi. Donc Dimitri Chavas qui est en équipe de France et Marine qui est en équipe de Belgique. Enfin, j'y équipe, elles sont deux, mais... Mm. mais voilà. Et en fait, on a une équipe de francophones et le team nous fournit donc des coachs, à savoir Morgane Bourkis, il finance un coach mental aussi. On est suivi par Alain Parra avec Marine, un team manager qui est Christian Maldamé. Et donc, on se réunit pour des stages, pour s'entraîner ensemble. Donc, ça professionnalise l'apnée, quoi. Et donc, ça nous finance aussi des compétitions, ce qui fait que, voilà, on est des athlètes professionnels grâce à cette team. Et voilà, on a ramené une médaille, enfin, Marine a ramené une médaille latine. Moi, j'ai ramené un nouveau record personnel. Donc, voilà, on essaye d'être à la hauteur de ce qu'on nous offre comme chance, quoi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'influence du coach mental sur tes performances? Alors moi, c'est vrai que c'est très important. Moi, je travaille avec Alain Parra depuis 2 ans maintenant. Et en fait, il va m'aider pour tout ce qui va être autour de la perf. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c- la performance en elle-même, c'est c'est- c'est pas ce qu'il y a de plus difficile, en fait. C'est de rentrer dans un monde où on est impressionné par les autres, où on a envie de performer. C'est tout ce qui va graviter autour de la performance et qui va venir parasiter un peu tout ça sur lequel on travaille. Je travaille sur mes sources de motivation, je travaille sur mon rapport aux autres compétiteurs, je travaille sur mon envie d'y aller, je travaille sur est-ce que voilà, jusqu'où il faut que j'écoute les coachs et jusqu'où il faut que je m'écoute moi. J'apprends à me faire confiance, j'apprends à mettre à distance certaines choses. C'est très complet, c'est presque de la psychothérapie en fait. Ouais. Et du coup, je sens que c'est quelque chose qui m'a fait progresser, pas seulement en tant qu'athlète, mais en tant que personne aussi. Ça fait un peu cliché, ça fait un peu la nana qui allait chez le psy et qui maintenant s'affirme un peu plus, mais il y a vraiment de ça, je sens que ça m'a fait grandir, quoi. Non, mais c'est sûr et certain. La première invitée, c'était Tatiana Mendes, Ouais, et on parlait du regard des autres, la ouais, peur du jugement. Est-ce que le regard des autres, c'est quelque chose qui te donne de la force ou qui, au contraire, te fait peur, te stresse? ça dépend. En fait, ça peut être une source de motivation immense, comme ça peut me dézinguer. Moi, je sais que quand mes apnéistes de sécu, ils me regardent et me disent, Eva, là, ta sortie, elle était trop belle. Allez, on y va, on annonce plus. Bah, ça me donne une force incroyable. Par contre, quand il a fallu me professionnaliser, et quand j'ai commencé à chercher des sponsors, le regard des autres, il m'a terrifiée. Je me suis dit, mais pour qui on va te prendre en fait? Enfin, pour qui toi tu te prends? Les gens vont se moquer de toi. T'as pas le niveau en fait pour te professionnaliser. À quoi tu penses prétendre là? C'est vraiment des choses auxquelles j'ai pensé. Et bon, ouais, enfin, en tout cas, pour moi, le regard des autres, il est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens enfin, j'essaie de m'en émanciper un petit peu. Et en même temps, je trouve que c'est tellement une source de motivation incroyable que je sais pas s'il faut à ce point-là s'en émanciper. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, je réfléchis à voix haute là comme ça, mais Ouais.
Ouais, Mais c'est un c'est peu vrai que un critère, quoi. j'imagine que tu l'as vécu un peu toi aussi quand tu as commencé à chercher des sponsors, des partenaires pour participer au championnat du monde. Ouais. Tu as un côté où tu te dis, mais Qui qui suis-je? suis-je en fait pour demander ça, quoi. Ouais. Et je pense que C'est un peu le syndrome de l'imposteur, le complètement. problème de se sentir légitime. Moi, j'ai toujours dit, la légitimité, personne ne viendra te la donner. La Ouais, légitimité, c'est ça. d'abord, tu la prends et c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et je regrette pas du tout. Et toi, je pense que t'as rien à regretter aussi. C'est génial, tu vois. Donc, voilà, j'ai aucun regret par rapport à ça, mais dire le regard des autres, on s'en fout, je suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie parce que le regard des autres, c'est aussi ce qui peut te donner de la force. Hmm. Mais il faut, voilà, faut placer sa confiance dans les bonnes personnes. Et moi, quand Cyril Paulet, qui était le coach de l'équipe de France, et quand Morgane, ils m'ont dit, mais Eva, fais 90. Il y a Christian Vogler aussi qui m'a Ouais. énormément soutenu sur cette, qui était ancien capitaine de l'équipe de France. Quand ils m'ont vu sortir, ils m'ont dit, mais Eva, fais 90. Et moi, ce regard des autres-là, il m'a donné une force incroyable que j'aurais jamais fait 90 si eux avaient pas cru en moi pour deux, quoi. Après, le milieu de l'apnée et le milieu de la profondeur, c'est un milieu tellement spécifique. C'est surtout, je pense, le regard des autres. Ce qu'on dit là, c'est une validation des pairs, des Oui, pairs, des grands frères, des grands c'est coachs ça. qui donnent de Les la gens force. que tu as admirés, enfin moi je me rappelle encore quand je suis arrivée au SIPA et je regardais Alice plonger, d'abord j'étais chez Tchongo, je regardais Alice plonger, j'étais subjuguée, puis après je suis arrivée au SIPA et je voyais Guillaume plonger et qu'aujourd'hui ces gens-là, bah, je les côtoie comme des coéquipiers, bah, tu te dis mais waouh, je suis hyper fière de ça et j'ai pas envie de perdre ce regard d'enfant émerveillé, tu vois ce que je Mm. veux dire, je veux pas m'habituer à ça. Ouais, je comprends Moi complètement je suis parce que toujours, enfin tu vois, j'ai toujours envie de m'ébahir devant Alice ou Guillaume, tu vois, c'est trop bien, j'ai pas envie de m'habituer quoi. ouais. J'ai l'impression aussi que l'apnée t'a fait intégrer un milieu de personnes que tu admires. Et il y a un autre milieu qui s'est ouvert à toi aussi, le milieu du cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ouais, il s'est ouvert à moi très furtivement et là, ça fait 2 ans que j'ai plus trop de propositions. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à 2 tournages de films. Le premier, Sous emprise, Netflix, grosse bouse d'ailleurs, je précise. Je... J'adore. je... Je l'avais dit dans la présentation. Eva, Ouais, ce que t'as j'adore, c'est qu'elle capté. est Un honnête. Elle navet. le dit et on est d'accord. Le film est pas bon. Ouais. C'est un gros navet, mais quand on le sait, on peut le regarder avec beaucoup de second degré. Je pense qu'on peut passer un bon moment. Hmm. Euh, et donc voilà, j'ai fait la doublure cascade de l'actrice Camiro, très sympa d'ailleurs sur ce film, parce qu'ils avaient besoin d'une blonde un peu gringalette pour tourner toutes les scènes de l'actrice sous l'eau qu'elle pouvait pas faire, ou pour faire tous les réglages, bien que l'actrice ait eu une formation d'apnée, donc elle était assez douée, puisque l'actrice avait fait de la natation synchronisée, donc ils n'ont pas eu autant besoin que moi que je l'espérais. Mais c'était super chouette. Je suis partie en Guadeloupe, je suis partie dans le studio Lights à Bruxelles, enfin à Vilvoorde plus précisément, pour s'il y a des Belges qui nous écoutent. Et moi j'avais jamais vu, je savais pas du tout comment ça fonctionnait le monde du cinéma, et j'ai adoré. Mais je pense que j'aurais pu les payer pour qu'ils me prennent en fait. Tellement j'étais comme une dingue à l'idée de participer à un film. Je me rappelle, c'était pendant les championnats du monde, ils avaient envoyé mon dossier parce que j'avais répondu à une annonce Facebook pour faire de la figuration en apnée. Et en fait, la directrice de casting m'a appelée, elle m'a dit, mais t'as le profil pour faire la doublure, est-ce que ça t'intéresse? Et je m'étais dit, mais je serais prêt à leur filer de l'argent pour qu'ils me prennent. Vraiment, j'étais prête à ça. Et le deuxième film, c'est un film, pour le coup, bien meilleur. Et je suis hyper fière parce que j'adorais les films du réalisateur. C'est un réalisateur qui s'appelle Yann Gozlan, qui a réalisé Boîte Noire avec Pierre Ninet, Ah oui. Burnout, que je vous recommande aussi, qui a eu moins de succès, mais qui est tout aussi bien avec François Civil. C'est un super réalisateur et donc il m'a appelé pour tourner, enfin la directrice de casting m'a appelé pour faire la doublure de Diane Kruger. Parce qu'en fait, il se trouve que Diane Kruger avait pas mal de scènes où elle devait nager en pleine mer, donc c'était des scènes assez engagées parce qu'il fallait faire des plans au drone de très très loin. Donc Ok. il fallait qu'il n'y ait personne autour, donc il fallait être très à l'aise en pleine mer, quoi. Et Euh, quel était le titre de ce film, Eva? Vision, Vision, Vision. avec Diane Kruger et Mathieu Kassovitz. Et voilà, il y avait des scènes de nuit dans une piscine où il fallait faire des culbutes, donc il fallait avoir une bonne technique de nage, et puis voilà, il fallait économiser l'actrice, parce qu'il faut savoir que les acteurs coûtent très très cher. Donc tout ce qu'ils peuvent faire avec des doublures, ils le font avec des doublures. J'ai prêté mes mains aussi pour couper des légumes, parce que les mains de Diane Kruger coûtaient trop cher. Donc tous les plans où on n'a pas besoin de voir son visage, où on voit pas sa silhouette, ce sont des doublures. Et donc moi, je suis sur l'affiche d'ailleurs, l'affiche où on voit une nana nager, et ben c'est moi. Donc je suis trop contente, c'était incroyable.
Ah, c'est super. Et qu'est-ce que tu retiens de ce milieu? Qu'est-ce que ça t'a appris de fréquenter le milieu magique du cinéma? Je pense que si c'était à refaire, je ferais du théâtre et je ferais actrice. Parce que j'ai adoré. Ça doit être le meilleur métier du monde, je pense, vraiment. Et tous les acteurs le disent, c'est un métier de dingue. Pour le reste, ce qui est vraiment hyper intéressant, ça c'est un peu un rêve de pitchoun, hein, quand j'étais petite, on me dit tu veux faire quoi? Je dis bah, soit veto, soit chanteuse, soit star de cinéma. C'est un peu irréalisable, mais l'autre chose que j'ai compris sur les plateaux de tournage, c'est qu'il y a une variété de métiers sur les plateaux de cinéma incroyable. On a enfin, les accessoiristes, enfin, c'est un ballet. Les plateaux de cinéma, c'est un ballet incroyable, quoi. Je me rappelle d'un accessoiriste, Ulrich, qui s'occupait il était tout le temps en train de s'agiter avec ses ciseaux. Il y avait toujours un truc à couper, un truc à mettre en place pour faire gagner du temps aux équipes, parce que une minute sur un tournage, ça coûte une fortune. Il faut payer tout le monde, les acteurs, les techniciens. Et c'est hyper intéressant de voir toutes ces petites mains comme ça qui apportent leurs trucs, les habilleuses. Je me rappelle de Sandrine, elle prenait tout en photo pour être sûre qu'il y ait des bons raccords. Le script, c'est passionnant en fait. Je pense qu'ils devraient faire payer des places pour financer les films, pour que du public puisse venir observer à quoi ressemble un tournage de cinéma. C'est fascinant. Ah, j'avoue. Tu m'as presque donné envie d'aller sur un Ah tournage. ouais, non mais ouais, mais franchement, je pense que ça pour... Mais voilà, je viens de penser à un truc, je vais développer un business ouais, de faire participer les gens à... Moi, ça s'appelle figurant, mais, mais pour les scènes où il n'y a pas besoin ouais, de faire participer des gens à des scènes de cinéma. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée au studio Lights, c'est une piscine, en fait, c'est un studio sous-marin, et en fait, on peut tout faire. On peut faire des vagues, on peut faire des tempêtes, on peut faire... Enfin, et je me rappelle être arrivée là et me dire, mais c'est incroyable, mais quelle chance j'ai d'assister à ça. Et voilà, donc c'est C'est cool. c'est drôle que tu dis, enfin ouais, le cinéma est un milieu magique. Et tu vois, quand on Ouais, était tous les deux au championnat du monde AIDA en Corse, j'avais ouais, l'impression, moi, de vivre une scène de cinéma, et ouais, notamment celle du Grand Bleu, où les ouais, compétiteurs se retrouvent. Alors c'est un film qui est aimé ou qui n'est pas aimé par les athlètes, ouais. mais moi Moi, j'avais j'ai vraiment adoré. l'impression de vivre le film Le Grand Bleu. Je sais pas Ouais, si bah parfois ça te fait ça. bah, moi, souvent, je prends du recul et je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as de vivre des moments pareils? Parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon, on oublie. Et en fait, mais la chance qu'on a, quoi. La chance qu'on a d'être sur une compétition internationale, de fréquenter les gens qu'on fréquente, de vivre les moments intenses qu'on fréquente. Enfin, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et je pense que c'est hyper important de prendre du recul et dire, mais oh là, mais tout ce que j'aurais à raconter, quoi. Ouais. Euh, Eva, est-ce que tu as des idées, toi, pour qu'un jour l'apnée prenne plus de place dans la société, qu'il y ait plus de financement, qu'il y ait plus de professionnels? Une idée pour développer l'apnée, qu'est-ce que tu ferais? Alors moi, je pense qu'il y a une chose qui serait géniale, c'est de diffuser les séquences d'apnée et de compétition à la télé. Parce que qui dit télé dit bah, beaucoup plus de vues, qui dit vues dit annonceur, et qui dit annonceur dit voilà, financement, visibilité. Et je pense que sans ça, on pourra pas grandir aussi vite. Donc je pense que c'est un projet auquel il faut réfléchir, mais je suis déjà en train de réfléchir là-dessus. Voilà, je pense que j'ai pas envie de me faire grandir uniquement moi en tant qu'athlète, j'ai envie de faire grandir le sport, et je sais que ça va faire bondir des gens qui vont me dire mais non, faut que ça reste confidentiel. Non, non. Moi, je pense que c'est des conneries. Si on veut que les performances, elles prennent du poids, qu'elles augmentent, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait des moyens pour professionnaliser les athlètes, pour organiser des suivis, des équipes médicales. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte que on sait très peu de choses parce qu'il y a peu d'études. Et le jour où il y aura des études, le jour où on sera suivi par des scientifiques, des médecins qui seront là avec nous H24, mais le bon que les performances vont faire, c'est évident. Donc, je pense qu'il faut que ça passe à la télé. Ça sera mon confidentiel, mais tant pis. Enfin, Hmm. Moi, je suis de ton avis. Mm. Et d'ailleurs, je pense que Mais attention, je dis ça, je pense que ça va porter préjudice aux athlètes et à moi, mais à moi aussi. Je pense que le jour où le sport fait un bond énorme, toutes les performances qu'on fait maintenant, elles vont être battues, mais allègrement par des gens qui seront bien plus doués que moi et qui vont débarquer de nulle part et qui vont éclater mes perfs. Donc en fait, je pense que l'intérêt personnel des athlètes, il est aussi que le sport, il reste un peu confidentiel. tu C'est penses? paradoxal ce que je te Ouais. dis. Ouais, je Hmm. pense, je pense que le jour où il y a un beaucoup plus gros volume de gens qui s'y Il y intéressent aura et qui plus vont de s'y... concurrents.
où il y aura plus de concurrents. Mais il Et y aura aussi plus de moyens pour s'entraîner. oui, mais je pense que ce qui fait que moi, par exemple, je suis que deuxième française, c'est parce que c'est un sport qui est hyper inaccessible. Je veux dire, faut habiter près de la mer, il faut pouvoir aller s'entraîner tout le temps. Et le jour où le sport grandit, l'accessibilité va augmenter et donc le nombre de participants va augmenter. Et c'est évident qu'il y a des gens qui seront meilleurs que moi. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas une grande sportive à la base. Enfin, ça me paraît évident. Mais peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais moi, je pense pas. Je pense que dans quelques années, il y aura plein de filles qui seront meilleures que moi. Bah, l'avenir nous le dira, et puis on refera un Ouais, podcast ensemble, Eva. avec plaisir. Souvent, l'appel du grand bleu, de la profondeur, ça fait peur aux gens, ça fait appel à la noyade. Mhm. Est-ce que ta famille, tes parents, ils te soutiennent dans cette démarche ou ils sont toujours en train de te dire, mais tu sais, tu peux retourner faire du cheval? Alors déjà, c'est rigolo, mais le cheval, c'est bien plus dangereux que l'apnée. Moi, j'ai eu beaucoup plus peur à cheval qu'en apnée. Et, euh, et non, au début, mes parents avaient un peu peur et maintenant, plus du tout. Ils ont compris, ils voient à quoi ça ressemble, ils ont compris que c'était très encadré. Donc, moi, je pense que souvent, j'appelle ma mère en larmes parce que ça se passe pas comme je veux. Et je pense que c'est plus ça qui l'inquiète. Elle veut que ça... Et mon père, pareil. Je pense ce qui est vraiment important pour eux, c'est que ça reste quelque chose de chouette. Ma mère, elle me dit toujours, mais Eva, t'as fait ça pour te faire plaisir. Je veux dire, tu gagnes pas d'argent, c'est pour t'éclater, c'est pas pour que ça te fasse du mal. Donc, c'est plus ça qui les inquiète. Ils veulent que ça reste un plaisir, ils veulent pas que je me rende malade si ça marche pas comme je veux. Mm. Euh, mais ils ont plus peur pour ma vie. Mais ça a pas été facile. C'est vrai que c'est un peu stressant au début. Oui, c'est sûr, ouais. Surtout quand il y a le dive. Même moi qui suis athlète, sur certaines profondeurs, j'ai du mal à regarder les copains descendre. Ça me fait quelque chose. Ah, pas moi. Moi, je trouve Certaines qu'il y a un personnes, petit suspense. Non, au contraire, moi, les plongées que je sais engager, où tu sais pas si le mec il va sortir ou pas, bah, vu que tu sais qu'il risque rien et qu'il y a les Mm. sécu, bah, justement, moi, je trouve que ça rajoute un suspense de fou. Et je pense que c'est ça aussi, si c'est diffusé, qui va faire l'audience, en fait. Faut qu'il y ait un peu de casse. Un petit peu, tu vois. Ouais, un Pas des petit gros peu. trucs sanguinolents dégueulasses, mais il faut qu'il y ait un peu de casse. Est-ce que toi, tu as déjà fait des gros blackouts? Non, jamais. Jamais fait de blackout, jamais fait de samba. Je suis assez fière de ça d'ailleurs. Bon, après, j'ai pas les performances d'autres athlètes, mais je suis assez fière d'avoir su préserver mon corps de l'accident jusqu'ici. Ouais, 90 mètres, sans samba. Et t'as déjà fait des Jamais. squeezes? Alors, ça m'est déjà arrivé de remonter d'une plongée, de me sentir un peu plus essoufflée que d'habitude et avoir du mal à reprendre mon souffle. Euh, mais Et j'ai pas de jamais crash craché. absent, quoi. Non, non. Ouais, c'est beau. Après, je cherche pas spécialement à faire remonter quand je sens que je suis un peu prise. Ça m'est déjà arrivé d'avoir comme quand t'es un peu enrhumé, t'as des bronchites, tu sais, c'est pas très classe, mais t'as un peu Mm. de mucus. Mm. Euh, Moi, j'ai jamais craché de sang. Et je suis assez fiable à ce niveau-là. Ça, c'est cool aussi parce que c'est vrai que moi, les accidents où tu remontes et où tu vois que le mec il crache des énormes glaires de sang, c'est quelque chose qui me fait peur. Et je pense que si ça devait m'arriver, ça me mettrait un petit coup au moral parce que moi, je suis un peu fragile. Je suis Mm. un petit peu C'est vrai que c'est fragile. assez dur de s'en remettre pour l'avoir vécu. Derrière, tu as toujours peur de la blessure parce que des fois, ça se passe Ouais. très bien sous l'eau et tu Et puis, remontes et c'était tu comprends pas impressionnant. pourquoi. Ouais, c'est C'est super visuel en fait. impressionnant. Bah ouais, c'est super impressionnant. Ouais. Tu t'es déjà fait une très grosse frayeur sous l'eau? Alors, je me suis déjà coincé la longe. C'était au tout début, c'était en 2018. Je me suis coincé ma longe à 40 mètres, mais c'était un max. Donc, Ah c'était oui. un personal best à l'époque. Et je me rappelle avoir fait mon tournant, mon virage, et me dire, putain, mais pourquoi je remonte pas? Et je mets deux, trois coups de palme et je me dis, mais je suis coincée. Et en fait, là, je chope mon mousqueton et je me rends compte que mon mousqueton s'est détaché. Donc en fait, je suis remontée délongée, mais j'avais là encore la longe accrochée au poignet. Je sais pas comment c'est possible. C'est un Ouais. mystère pour moi, en fait. Parce que normalement, quand on est coincé, on se délonge avec le scratch. Oui. Moi, c'est mon mousqueton qui s'est détaché. Et je me rappelle, j'ai croisé Gilles qui faisait ma sécu. Et je suis remontée. Et lui, il a direct senti au câble qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il m'a vu remonter. Il s'est dit, waouh, il s'est passé un truc pas cool. Et en fait, je suis remontée en surface et je crois que j'ai pleuré pendant 3 heures, quoi. Ah ouais. C'était Trois rien, heures, hein. sans exagérer. Ouais, non, enfin, c'est pas en continu quand même, sinon Ouais. après c'est compliqué. Mais, mais oui, Et j'ai du coup, volant. est-ce que maintenant la longe reste un objet qui peut créer de l'angoisse chez toi ou t'es complètement passé à autre chose? Non, je suis passée à autre chose parce que maintenant je sais, je me délonge. En fait, justement, maintenant j'ai peur qu'elle se détache quand je coule. Ma peur, c'est de me délonger malgré moi, en fait. D'accord. J'ai besoin d'être attachée. Faut que je garde un contact avec le câble, soit visuel, soit dans le toucher, parce que c'est ce qui me fait le plus peur. D'ailleurs, il y a une vidéo sur mon Insta où on me voit un moment à Blue Wall.
ouvrir les yeux et pas trouver le câble. Et on voit pendant quelques secondes mes yeux qui cherchent le câble. Et on voit quand je le retrouve, je suis soulagée et je me rendors. C'est vraiment rigolo. Il faut rappeler que le Blue Hole à Bahamas, c'est quelque chose, enfin, c'est un lieu qui est extrêmement sombre. Ouais, Et du coup, on a moins de repères visuels qu'en Méditerranée ou même dans le Blue Hole en ouais. Égypte. Très bien. Je voulais te demander, Eva, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le milieu de l'apnée? Ah, j'ai pas réfléchi à cette question. Euh, mais alors, je réfléchis. Attends, je vais trouver une réponse sympa. Eh ben, tu sais, si tu trouves, prends le temps de réfléchir, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir aussi. Moi, je pense qu'il m'énerve le plus actuellement dans l'apnée moderne, l'apnée compétition, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y ait de la triche avec des médicaments où on ne Ouais, sait pas vraiment s'il y a de la triche ou s'il n'y a pas de la triche. S'il y en a qui prennent des médicaments pour plonger plus profond, j'entends parler de bêta-bloquants, j'entends parler de noms de médicaments où je comprends rien parce que ça ne m'intéresse pas, ouais, je ne veux pas ouais. vraiment m'intéresser. En tout cas, il y a des rumeurs. Et c'est ça qui m'énerve, je pense, c'est le fait qu'on ne sache plus trop où on en est, parfois dans le milieu de l'apnée profond, en compétition. Ouais. C'est un terrain qui est très glissant parce qu'il y a eu, effectivement, on a attrapé des athlètes avec des substances qui étaient pas des substances, c'était à la limite du dopage en fait. C'est des médicaments qui sont pas interdits, mais qui certainement ont un effet bénéfique sur la performance, des sortes de somnifères en fait, qui vont te permettre de gérer ton stress. Et c'est vrai que moi, je sais que le stress, c'est un truc que je vis super mal. Donc, tu vois, je me dis s'il y a des gens qui commencent à prendre des trucs pour plus être stressés, mais c'est trop injuste, quoi, tu vois. Donc, forcément, maintenant, il y a un doute et il y a des performances qui sont stratosphériques, qui arrivent de nulle part. Et donc, forcément, les gens se posent des questions. Maintenant, il y a eu un doute, donc ouais, ça vient tout perturber, quoi. Mais j'ai l'impression que ça va changer puisque, voilà, les fédérations commencent à mettre les pieds dans le plat et, euh, et donc, ils font des tests. Moi, j'ai été testée au benzodiazépine, donc c'est ces espèces de somnifères, là, ces anxiolytiques. Nous, on m'a testé, par exemple. On m'a fait, c'est des tests rapides, donc c'est pas des tests qui passent par la WADA. Donc, Ok. c'est des autotests que les fédérations achètent et donc il y a des tests quand même. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et je pense que du coup, mais c'est vrai que le dopage a toujours une longueur d'avance sur les tests, donc on peut pas trop, c'est compliqué. Hmm. Et toi, demain, tu serais prête à tricher pour aller beaucoup plus profond ou tu penses Non, bah, que c'est quoi le je, rapport qu'on a avec soi-même quand on je, prend des je pense, médicaments? je pense que enfin, les gens qui disent il n'y a pas d'argent dans l'apnée, ça sert à rien de tricher, c'est faux, c'est pas vrai. Je pense qu'avec un titre de champion du monde, un titre, un record, des plongées impressionnantes, je pense que tu peux attirer l'attention et c'est ça qui peut te permettre de vivre de l'apnée plus tard. Donc les gens qui disent je vois pas l'intérêt de tricher, il n'y a pas d'argent dans l'apnée, c'est faux. Mais c'est sûr que c'est laid, quoi, c'est laid, puis c'est dangereux. Enfin, moi je pense que c'est vrai que prendre plein de médicaments comme ça pour ta santé, c'est pas terrible, quoi. Donc ouais, puis ça crée tellement d'emmerdes. Enfin, je veux dire, je vois ceux qui se sont fait attraper là, je sais pas comment ils ont fait pour survivre à ça, quoi, parce que tout le monde leur est tombé dessus. Et moi qui suis très très attentive au regard des autres, j'aurais très mal vécu le fait de me faire pointer du doigt en me disant elle triche, quoi. Ouais. Et Et c'est puis la même saison. si derrière, elle triche Ouais, plus, eh ben, il y aura toujours le doute. il y aura toujours un doute et ta réputation, elle est gâchée à jamais. Et l'année dernière, il y avait une sorte de chasse aux sorcières. Tout le monde soupçonnait tout le monde de prendre des benzos. C'était hyper dur et moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Donc, non, je pense que j'ai trop le syndrome de la bonne élève pour tricher. Ok. Donc en fait, si je comprends bien, le médicament que l'on prend dans l'apnée pour se doper, c'est des antidépresseurs pour ne pas avoir le stress, pour que la compensation soit plus facile, pour que le rythme cardiaque soit plus bas. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est pas des antidépresseurs, parce que les antidépresseurs, je crois que c'est des médicaments qu'il faut prendre sur du long terme. Donc, c'est des effets qui sont assez longs. Alors qu'il y a un effet, c'est comme prendre je pense, c'est comme prendre un verre de rouge, quoi. Les effets vont être très courts, très intenses et vont avoir un effet direct sur le stress, en fait. Et c'est ces médicaments-là qui ont fait polémique, puisque c'est un peu délicat, parce qu'ils sont pas sur la liste des produits dopants. Parce que sur tous les autres sports, prendre un somnifère, c'est ce qui va flinguer ta perf. En revanche, pour l'apnée, c'est quelque chose qui va vraiment, je pense, aider. Donc, Tu as dit tout donc à c'est l'heure, très Eva, délicat. le mot WADA. Tu peux nous expliquer ce que c'est que la WADA? La WADA, c'est l'Agence mondiale antidopage. Donc, c'est l'organisation, je crois que c'est supranationale, qui va s'occuper de faire respecter les règles pour l'éthique du sport. Donc, en fait, il y a une liste de produits interdits. Dessus, il peut y avoir des drogues qui sont interdites tout le reste du temps.
et des médicaments qui peuvent être pris à usage thérapeutique et qui sont interdits en compétition parce qu'ils peuvent avoir un effet d'augmenter la performance. Je pense, tout le monde pense à la cortisone. La Mm. cortisone, c'est un produit qui est interdit. Pourtant, c'est quelque chose qu'on peut prendre quand on est malade, quand on a un barotraumatisme de l'oreille, par exemple. Mais ça, c'est interdit en compétition. Je suis pas sûre que pour l'apnée, ça augmente la performance parce que la cortisone, ça fait augmenter le rythme cardiaque. Mais sur tous les autres sports, c'est quelque chose qui peut être vu comme un stimulant. Et donc, forcément, augmenter la performance. On a vu des athlètes se faire, pas en apnée, mais des athlètes se faire interdire, suspendre de compétition parce qu'ils avaient pris, par exemple, du rhinoflumicide. C'est du rhinoflumicide, c'est un pchit qu'on se met dans le nez quand on a un rhume et en fait il y a de la cortisone dedans. Et donc on peut être testé positif à certaines substances et voilà, donc faut faire un petit peu attention. Moi je connaissais pas du tout ce milieu parce que je connaissais pas le sport de haut niveau et c'est vrai que quand j'ai commencé à me faire tester et que tu regardes la liste, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu peux prendre à usage thérapeutique et qu'il faut pas prendre en fait avant les compétitions parce que tu peux être contrôlé positif. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher quand tu commences à faire la compète. Mm. Ça, c'est un gros sujet, Ouais. Et et ce lourd. qui est un peu gênant, c'est que là, les benzos, c'est un peu ce que les gens soupçonnent, c'est que c'est que la face émergée de l'iceberg. Qu'en fait, on aurait attrapé des athlètes avec ça, mais qu'il y aurait derrière beaucoup, beaucoup de choses qui seraient mises en place chimiquement pour optimiser l'entraînement. Mm. Et donc, forcément, ça fout un peu le cafard parce que tu te dis, bon, bah, moi, je suis là avec ma méditation, mes insomnies, mon stress que j'arrive pas à gérer. Et voilà, il y en a qui prennent des raccourcis pas très honnêtes, quoi. C'est vrai que c'est des conversations qui ont beaucoup animé les championnats du monde. Et moi, je pensais pas, quand j'ai commencé à faire de l'apnée il y a 3 4 ans, je pensais que c'était un milieu extrêmement propre, l'apnée. Et au final, on se rend compte qu'il y a peut-être une toute petite minorité qui joue avec ces limites-là. Bah, partout où il y a des hommes, je pense qu'il y aura du vice, de toute façon. Mais voilà, après, c'est compliqué parce que ils ont pris des produits qui n'étaient pas interdits. Donc, ouais, c'est pas, éthiquement, c'est pas terrible, mais en même temps, on peut rien faire. Donc, à part Légal, mais faire, pas éthique. voilà, légal, mais pas éthique, c'est bien ça. Ouais. Donc au final, on en revient au regard qu'on porte sur soi-même. Et si on est en accord avec ce qu'on décide, ça passe. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui se posent pas ces questions-là. Enfin, je veux dire, ouais, nous, on est là à se dire, ouais, je pourrais pas me regarder dans une glace, etc. Mais je pense que quand il y a des gros chèques qui commencent à tomber, les questions, elles sont un peu moins. Hmm, Bah, les réponses sont un peu moins évidentes. c'est sûr. Eva, je te propose, pour une transition sans transition, Oui, qu'on passe sur un sujet beaucoup plus fun et qu'on fasse le jeu des questions rapides. vas-y, je t'écoute. Donc le jeu des questions rapides, c'est je te propose deux choix et tu dois dire le plus rapidement possible le choix que tu fais. Allez, c'est parti. Je t'écoute. Monopalme ou CNF? Oh, Monopalme, sans hésitation. Nice ou Ajaccio? Ah, celle-là, elle est dure. Je dirais Nice, par chauvinisme. Petit chaton trop mignon ou petit chiot? Ah, non, celle-là, elle est impossible. Alors, pour la petite histoire, avec Marine, on a adopté un petit chat à Kalamata qui est venu mourir sous notre fenêtre, littéralement. Il était trop faible, il mangeait pas. Et donc, on l'a amené chez le vétérinaire. La vétérinaire nous a dit, écoutez, je pourrais rien faire, il va mourir. Et en fait, elle a réussi en le réalimentant en intraveineuse. Il a survécu. Et il se trouve que moi, je pensais que ça allait être un chaton très sauvage. Et en fait, de suite, il nous est grimpé dessus. Il ronronnait contre nous. Tout ce qui l'intéressait, c'était vraiment d'être en peau à peau, vraiment comme un bébé, quoi. Et du coup, on l'a gardé avec nous, on l'a nourri. Et là, il est en refuge le temps qu'il puisse voyager, parce qu'il ne peut pas voyager avant 3 mois. Et il avait à peine 3 semaines quand on l'a récupéré. Et donc, il est en refuge. Et puis, Marine va retourner le chercher là. Donc voilà. Donc, c'est un peu Ah, c'est compliqué. Moi, je suis plus génial. chien. Et Moi, comment il j'adore les s'appelle? chiens. Alors, on n'a pas statut encore, mais pour l'instant, c'est Marine qui va choisir parce que ce sera son chat. Mais on avait commencé par l'appeler Gollum parce qu'il avait vraiment une sale tête. Il était vraiment trop moche. Enfin, vraiment, il avait une espèce de tête en pointe avec des yeux globuleux et des oreilles. Vraiment le chat d'Astérix et Obélix dans Mission Cléopâtre. Je sais pas si vous voyez cette espèce de truc affreux là qui ressemble à un rat. Voilà, une espèce de petit gremlin. C'est en fait, j'ai une copine qui sur WhatsApp m'a dit, ah, mais on dirait Gollum. Et du coup, je dis, bah ouais, c'est vrai, ça, c'est Gollum. Ou alors bébé Yoda, je connais pas, mais Ah, pour petit l'instant, bébé Yoda, ouais. Bon, et ce ouais. chat, du coup, il vous a aidé un peu à gérer vos émotions et le stress pour Ah le bah championnat du monde. c'était génial, on l'a amené partout avec nous, on allait au resto avec l'équipe de France avec le chat dans la poche parce qu'on voulait plus le laisser tout seul. Marine lui a appris à faire pipi dans la litière, enfin c'était notre bébé quoi, c'était génial. Moi c'est mon meilleur souvenir de la Grèce, je pense encore plus des 90. C'est ce petit chat que Génial, j'allais récupérer dans sa chambre le matin pour le câliner au petit-déj, enfin c'était incroyable. génial. Et ben d'ailleurs, transition. Aimer ou être aimé?
Oh, être aimé. Ok. Sur lesté ou sous lesté? Sur lesté. Oh, intéressant. Ouais, bah, je Mm. trouve que les free fall sont beaucoup plus faciles. Les plongées sous lesté, ça me saoule parce que tu coules pas et du coup, tu te poses 3 milliards de questions. Tu te dis, putain, c'est long, c'est chiant, c'est long, c'est chiant. Et je pense que je préfère avoir mal aux jambes à la remontée que me poser 3000 questions à la descente. Mm. Ok. Tu serais plus no limit ou variable? Ah, nos limites. Ça a l'air d'être dingue. Et Big j'en blanc. ai fait un peu pour le tournage à Netflix, parce que c'est un film qui parle de l'apnée en nos limites. Et c'est génial, cette gueuse-là qui t'emmène et ce ballon qui te remonte, c'est trop bien. Ouais. D'ailleurs, c'était l'histoire de Audrey Mestre. Donc, c'est Audrey Oui. Mestre un peu que tu Ouais, joues. alors c'est très particulier parce que en fait, ils ont pas. James Cameron voulait faire un film sur l'histoire d'Audrey Mess qui a un potentiel dramatique incroyable. Et il n'a pas pu parce que c'est un sujet qui juridiquement est très sensible. On n'a pas démontré la culpabilité de Pipine Ferreras dans la mort d'Audrey Mestre, où je crois que la famille n'était pas d'accord, etc. Et en fait, le film Netflix est complètement à charge sur Pipine. Et en fait, Oui. c'est vraiment, on dirait vraiment, au début, ils disent histoire inspirée de faits réels et tout le monde comprend que c'est l'histoire d'Audrey Mestre. Et en fait, à la Ouais. fin, ils disent en mémoire d'Audrey Mestre, mais toute ressemblance avec des faits ayant Mhm. existé et purement fortuite. En fait, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais c'est vrai que, ouais, petite anecdote rigolote qui n'a rien à voir. Mais oui, c'était assez puissant de se dire, moi, j'arrive sur un film qui parle de Mess, cette légende vivante, enfin, non, plus vivante du coup, c'est horrible. Ouais, tu sais que je dirais pas de nom, mais j'ai des amis qui sont en couple, qui vivent à Dahab. Et Ouais. sur une plongée en eau limite sur 70 mètres, son amie, elle ouvre la bouteille, plus d'air. Donc parfois, ça arrive vraiment dans la vraie vie en accident. Ah putain. Ouais, mais là, c'était un peu gros quand même, parce qu'il y avait 2 bouteilles. Ah ouais, il y Ouais, avait il y avait deux deux bouteilles bouteilles, sur il y le avait un record. backup et c'était sur un record du monde. Je veux dire, une organisation qui est quand même hyper, hyper poussée. Waouh. C'est compliqué de... Alors, il y a plein de théories. Il y a des gens qui disent non, mais en fait, il n'a pas voulu la tuer, il a voulu la sauver justement pour passer pour un sauveur. Moi, je sais pas, j'aurais pas Oh le... là là, ouais. Je Parce qu'il connais faut pas rappeler l'histoire. que dans la réalité, en fait, dans l'histoire de Audrey Mestre, cette jeune femme qui plongeait à 181 ou 182 en eau limite, Ouais, Pipine ouais. est allée le chercher à l'air à 90 mètres, Ouais, ouais, sans il l'a faire de remonté, palier. ouais. Et donc, il avait ce côté un peu... ça se donnait un côté un peu héroïque, bien qu'il ait quand même risqué sa vie, parce que plonger à l'air, faire comme ça, un aller-retour à 90 mètres, faut pas avoir peur de l'accident de décompression, ni de la crise d'hyperoxie, mais ouais, ouais, je sais pas, il y a plein de théories là-dessus, et je pense que c'est quelque chose on ne saura jamais, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, et je pense que ça doit être très difficile pour la famille d'Audrey Mestre de pas savoir ce qui s'est passé, de pas avoir la version de Bipine, de pas... C'est quand même assez dingue, en fait, quand on y pense, de pas avoir rempli les 2 bouteilles sur un record du monde, quoi. Ouais, c'est fou. Comme tu dis, le potentiel dramatique, et c'est un côté Et j'aurais thriller. adoré que James Cameron, il voulait faire un film là-dessus avec Jennifer Lawrence. Vous imaginez un peu le truc que ça aurait donné, quoi. C'est dingue. Mais ça viendra Puis, peut-être plus tard. ouais. En tout cas, on espère qu'on aura J'espère. la vérité sur cette histoire. Et j'espère que le film sera meilleur qu'Avatar 2. Ouais, au passage, si James nous écoute. Ce sera pas compliqué. Eva, Ouais. est-ce que tu es plus bivouac et feu de forêt ou hôtel de luxe? Sans hésiter, hôtel de luxe. Ah, Les apnéistes aiment bien se donner un côté un peu bobo. Moi, je pas du tout. Moi, j'aime beaucoup le luxe. J'adore. t'es plus sinus pulmonaire ou tympan percé? Ah, tympan percé. Introverti ou extraverti? Extraverti complètement. Star Wars ou Harry Potter? Harry Potter. Enzo Mallorca ou Jacques Mayol? Ah, Jacques Mayol. Est-ce que tu es plus team Nice Abyss Contest Aida ou le championnat de France FFESSM pour l'ambiance? J'aime beaucoup le championnat de France quand même. C'est compliqué parce que le NAC, c'est quand même, c'est la famille, c'est le CIPA, je pense à Laurent, à Gilles qui sont là sur nos sécu, Gilles Duchesne. C'est vraiment les copains quoi. Mais en même temps, le championnat de France, il y a un côté un peu plus pro qui en même temps met un peu plus dans la compète. Donc c'est 2 ambiances différentes. Je peux pas statuer là-dessus. Tu m'en demandes trop. Bon, ça sera ton joker, Eva. Voilà. J'avais une question. Moi, je suis un homme et je Ouais. ne suis pas une femme, du coup. J'avais une Ben, question, en vrai. on sait pas, tu sais, ça change beaucoup, hein, ça. Tu peux encore J'ai changer. Tu as le j'ai pas, choix. je pourrais changer. Non, mais Ouais. j'ai une question parfois qui revient avec mes élèves, parce que je suis instructeur, et Ouais. j'ai des femmes qui me demandent quelle est l'influence des règles et du cycle sur les performances ou sur l'apnée. Comment tu Ouais. gères ça? En fait, faut savoir, faut se connaître. Et quand tu te connais, tu sais, à un moment, tu te dis, ah ouais, là, je suis moins bonne et j'ai des moins bonnes sensations. C'est peut-être parce que, justement, il y a une chute hormonale. Une fois que tu le sais et que tu te connais un peu, c'est un peu plus facile à appréhender.
Mais c'est vrai que ça a une influence sur les sensations. Tu étais un peu moins à l'aise sous l'eau, tu es un peu plus fatigué. Mais il faut le savoir. Une fois que tu le sais, du coup, tu adaptes un peu l'entraînement. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on a peu parlé de ça, dans le sport en général, hein, parce que c'est pas que dans l'apnée, bien que l'apnée ce soit très mental, donc c'est exacerbé, je pense. Mais par exemple, je sais quand en phase prémenstruelle, les gymnastes ont beaucoup plus de risques de se blesser. Donc, les entraîneurs commencent à adapter l'entraînement. Les entraîneuses aussi commencent à adapter les entraînements. Il y a de plus en plus d'études qui portent sur ça, donc c'est chouette. Hmm. Ok. J'avais lu un livre aussi qui expliquait qu'il fallait pas prendre des décisions très importantes dans sa vie à certains moments du cycle. Parce que Oui, voilà. Ouais, mais ça, je pense que c'est un peu comme tout. Il y a des moments où tu es un peu moins bien et c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Ouais, c'était un peu biaisé en fait. C'était pas vraiment. Mais en même temps, est-ce que t'es plus toi quand t'as des décharges hormonales hyper fortes et que t'es vraiment en forme, ou est-ce que t'es plus toi quand justement les hormones elles s'en vont et que t'es plus triste en fait? Quelle est la version vraie de toi-même? Je pense pas qu'il y ait de réponse à cette question et je pense que tu peux être tout à fait. Ouais, je pense que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, j'ai du mal à trouver les mots là-dessus, mais je pense que tu es cette personne déprimée autant que tu es cette personne joyeuse. Hmm. Et donc, tu peux aussi prendre des décisions quand tu es déprimée. Elles en seront pas moins. Elles seront pas forcément mauvaises parce que tu les prends à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Et en parlant des femmes, Ouais. j'ai regardé tous les records du monde, que ce soit en Mhm. monopale, en brasse ou en piscine, en apnée statique. Ce sont toujours des hommes qui ont les records. Moi, je suis convaincu que dans les 10 ans à venir, il y a une femme qui va battre un des records hommes. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, je te dirais que c'est déjà arrivé. Audrey Mestre et Tania Streeter se tiraient la bourre à un moment sur nos limites et c'était les records qui étaient supérieurs à ceux des hommes. Donc je pense que ça a dû être très dur à gérer pour l'ego de Pépine, notamment, pour ne pas le nommer. Mais c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'apnée. Maintenant, je suis pas, je vois pas pourquoi ce serait de l'optimisme, mais je suis pas aussi optimiste que toi. Je pense que dans tous les sports, les performances masculines sont supérieures en termes de chiffres à celles des femmes. Je vois pas pourquoi l'apnée ferait exception. Maintenant les performances des femmes n'en sont pas moins impressionnantes. Quand je vois une Alenka qui plonge à 122 mètres, enfin, moi, ça me scie les guibolles, quoi. Je me dis, mais incroyable. Et je pense pas qu'on arrivera à battre les hommes et je pense pas que ce soit utile pour valoriser l'apnée féminine en fait. Je pense qu'on peut mettre en avant de super athlètes sans avoir besoin qu'elles soient plus fortes entre guillemets que les hommes. Aujourd'hui, en poids constant, le record est à 126 mètres, c'est bien ça? Chez les femmes, il est à 123, je crois. C'est Alessia qui l'a parce qu'il Ok, il est c'est ça que battu tous j'avais en les ans tête. presque. Moi, j'avais noté C'est 123, Alessia. et puis Ouais. le fameux Alexei Mochanov, le russe, qui était à 136. 136, ouais. Ou 137 peut-être même. Waouh, oui, t'as raison, peut-être, je crois Ouais. qu'il avait Ouais, refait ouais, parce que tous les ans, il met un petit mètre. Il est trop fort. la machine. Et encore une fois, c'est très impressionnant parce qu'il y a une espèce de peloton de tête. Là, on a Alexei, on a André, encore, qui André n'est pas du tout au niveau d'Alexei. André Et à côté, Matvienko? Matvenko, ouais. Et à côté, chez les femmes, on a pareil, on a Alenka et Alessia. Et les autres nanas sont 10, 20 mètres derrière, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un petit plafond de verre pour les femmes autour de 100 mètres. Il y a peu de femmes au-dessus de 100 de manière régulière. Et malgré tout, on a ces deux super athlètes, là, Alessia et Alenka, qui mettent 20% aux autres femmes. Bon, après, on a eu Anako qui a quand même fait une super belle plongée à 113, donc il commence à y avoir un peu de concurrence. Et chez les hommes, j'ai un peu l'impression que c'est pareil. On a un super peloton de tête à 130, Matvenko, Davidé et Alexei, et encore qu'Alexei, pour moi, a un niveau bien supérieur aux deux autres. Et derrière, on a des mecs qui plafonnent un peu à 115. Donc, ouais, c'est assez intéressant quand on regarde. Aujourd'hui, il y a combien de femmes qui plongent au-delà de 100 mètres au niveau mondial et dans l'histoire? Il faudrait regarder sur les rankings, mais je pense qu'il y en a peut-être une vingtaine, Ouais, une petite un peu vingtaine. moins, quinzaine, au-delà Il de y a 100 peut-être mètres. plus de femmes à étaler dans l'espace qu'à 100 mètres alors, en apnée. Ouais, ouais, ouais. Donc, t'es Ouais, plus rare qu'une c'est... cosmonaute, Eva. Ouais, bah, pour l'instant, j'ai pas fait 100 mètres, hein, faut se calmer. Bah, même 90 mètres, c'est énorme. C'est Ouais, j'ai monstrueux. regardé 90 mètres, je suis dans le top 30 de toutes les perfs qui ont jamais été réalisées. Sur Donc, Aïda? sur Freediving Ranking. Ok, donc Et ça mélange Aïda qui et cumule, Kmas. ouais, qui cumule, donc c'est plus complet puisqu'il y a toutes les perfs. Donc t'es dans le top 30 mondial de toute l'histoire. Ouais, C'est génial. Tu dois être fier, ouais, c'est super. Moi, je suis trop ouais, content pour toi. ouais, ouais, c'est vrai, je suis contente. Je suis contente. Et en même temps, je me dis, bon.
Vas-y, je peux aller chercher un top 10 là dans les années à venir. Eh oui, ça va venir. Step by step, de toute façon, tu es bien entouré, tu as des super coachs, Ouais. il faut leur faire confiance. Aujourd'hui, dans les athlètes, les coachs, ou même dans ta famille ou les amis, quel est le freediver qui t'inspire le plus? Sans hésiter, je pense que c'est Guillaume Néry. C'est hyper bateau et tout le monde te répondra ça, mais moi, parce que je l'ai rencontré et je me suis un peu entraînée avec lui. Et je trouve que ce qui est vraiment remarquable chez lui, c'est déjà de un, son humilité. Vraiment, c'est un mec hyper humble, hyper accessible, hyper sympa, mais t'as pas besoin de rentrer dans son cercle pour qu'il te parle et qu'il soit cool. Donc ça, c'est génial. Et puis surtout, enfin, pour moi, je pense que c'est le mec qui a le plus apporté à la discipline. C'est-à-dire que toutes les vidéos qu'il a faites avec Julie, enfin, je pense que ça a énormément servi le sport et peut-être probablement bien plus que ses records. Parce qu'en plus d'être pour moi, en plus d'être un athlète, c'est vraiment un artiste, quoi. C'est un artiste, c'est un très bon orateur. Et nous, tout ce qu'on fait avec nos GoPros, tu sais, toi aussi, je sais que tu fais des vidéos, moi aussi, on est dans le voile. Et pour moi, tout ce qu'on fait là, c'est qu'une pâle imitation de ce qu'ils ont fait, lui et Ouais, Julie Gauthier, en fait. je suis tout à Et fait c'est quelque d'accord. chose de faire des vidéos, c'est quelque chose de les faire en premier, quoi. Et Ouais. d'avoir l'idée de le faire en premier, parce que pour moi, tout ce qu'on fait là, c'est de l'inspiration Mm. qui vient de lui et de Julie. Ouais. À nous d'écrire. Ouais, à nous Ce que d'écrire la suite, j'adore, hein. c'est que l'apnée, c'est tellement jeune, on a tellement de choses à créer, de belles histoires à écrire. Ouais, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, est-ce que tu as une citation, toi, une citation préférée? Alors ouais, je l'ai trouvée il n'y a pas longtemps, celle-ci, je l'aime bien. C'est l'expérience est une lanterne sourde qui n'éclaire que celui qui la porte. Je Ah, crois qu'à la base, c'est de Confucius et ça a été repris par Proust à la recherche du temps perdu. Bien que j'ai pas lu, hein, La recherche du temps perdu, vraiment, je me rappelle que c'est le test au bac de français que je détestais le plus. Mais cette citation, je la trouve incroyable parce je trouve qu'elle est hyper sage et ça montre qu'en fait, tu peux écouter tous les podcasts que tu veux, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, tu peux écouter tous les conseils que tu veux. À un moment, il faut te faire ton expérience. Et je trouve que c'est très vrai. En fait, moi, on m'avait longtemps dit, ouais, Eva, l'échec, c'est pas grave, t'as le droit de te planter, tu pourras rebondir, machin. Et j'y croyais pas. Et c'est ce qui fait que je me suis fait mal au NAC, c'est que j'ai pas accepté l'échec parce que je pensais je me voyais pas m'en remettre. Et le fait de me planter et de retomber sur mes pattes après, et de quand même réussir à faire une belle saison, bah du coup, j'ai l'expérience et je sais que c'est possible. Mais tous les gens qui me l'avaient répété avant, je les croyais pas, je les écoutais, mais j'intégrais pas. Et je pense que pour intégrer, pour grandir, il faut vivre. Faut vivre les choses. Voilà. ouais, c'est vrai. Et puis l'avantage de se planter, comme tu dis, je trouve, de rater, d'avoir des échecs, des blessures, quand on réussit, ça rajoute du contraste aux couleurs et ça rend l'expérience encore plus belle. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai eu énormément d'émotions après mon 88, encore plus qu'après mon 90, parce que c'était juste après m'être plantée. Et donc, en fait, tu prends ta revanche, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que sur l'échec, on entend tout et n'importe quoi. Moi, c'est vrai que je lisais beaucoup de trucs de mantras de développement personnel sur l'échec, et tu lis beaucoup de lieux communs que t'as pas envie d'entendre au moment où tu te plantes, tu vois. Genre, jamais un échec, toujours une leçon. Enfin, Mm. au bout d'un moment, c'est des lieux communs que t'as plus envie d'écouter. Donc, faut se C'est méfier, en vrai. fait, Et de tout. puis, que ça soit par exemple du parapente ou de l'apnée profondeur, il y a un moment où l'échec, c'est une énorme claque. Bah ouais. Ça reste une C'est une énorme claque. Et énorme c'est... claque et je suis pas sûre que tu puisses toujours t'en servir en fait. Mm. Des fois, l'échec, c'est rien de plus que ce qu'il est. Il n'y a pas toujours de leçon à tirer et ça met énormément la pression d'avoir des gens qui te disent ouais, mais c'est pas grave, au moins tu sais pourquoi tu t'es planté, tu le referas pas la prochaine fois parce que c'est pas vrai. Déjà, il y a une erreur, tu peux la faire 10 000 fois. Ouais. Et en plus, ça laisse supposer que tu es responsable de ton échec. Et alors qu'en fait, les facteurs échec et les facteurs succès, il y en a une grosse partie que tu maîtrises pas. Et ça, c'est très compliqué à intégrer aussi parce qu'on est des aides de contrôle. Donc, moi, je dirais qu'en fait, il y a une grosse partie que tu maîtrises pas, donc ça sert à rien de te foutre trop la pression et optimise ce que tu peux contrôler, mais pars pas du principe que tu pourras apprendre quelque chose à chaque fois que tu te plantes parce que c'est pas vrai en fait et ça met la pression. Mm. Ouais, mais je suis d'accord. Des fois, on se plante et il n'y a rien à apprendre. Ouais, Mais tu te bon, plantes, tu fais l'avantage, c'est que ça rajoute du plus contraste au futur maîtrise. bonheur. Voilà, c'est ça. Mm. Eva, on arrive sur la fin de ce podcast sur la Freediving Family. Ouais. Pour cette dernière question, je voulais que ça soit toi qui la choisisse, qui l'a créée. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose? Ou même si tu veux me poser une question, n'importe laquelle. Euh, ouais, je voudrais savoir où t'en es toi en ce moment. Vas-y, raconte-moi quels sont tes projets. Parce que voilà, je me doute que maintenant, tu as envie, maintenant que tu as fait les championnats du monde 2024, tu as envie de te préparer pour les championnats 2025. Alors voilà, comment. J'ai vu que tu faisais de la peinture aussi. Bah, raconte-moi un petit peu. Quels sont tes projets pour les mois à venir? Et ben moi, je t'avouerai, bah, tu sais, j'ai vécu en Égypte 3 mois. Ensuite, je suis parti m'installer vivre à Bora Bora 1 an et demi.
Ensuite, je Ouais. suis rentré, j'ai couru rapidement pour aller m'installer en Corse. Mhm. Ça fait 2 ans que je courais partout à droite et à gauche. Et là, je me suis fait un mois dans mon appartement et je voulais rester chez moi et poser mon cerveau. Donc, au Ouais. début, j'ai fait un dessin, puis un deuxième. Et puis, je suis allé acheter un tableau et je me suis amusé à peindre du bleu, à peindre des dauphins, des baleines, des freedivers. Et je partageais ça sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est hyper drôle parce que j'ai vendu des peintures. C'est C'est trop génial. drôle. J'ai vendu une peinture qui est en Corse, une qui est à Paris. Il y en a une autre qui est partie en Bretagne. Et j'avais envie, là, ce mois-ci, moi, de laisser mon côté créatif s'exprimer. C'est pour ça que ce podcast existe, parce que j'avais envie de créer des choses dans le milieu de l'apnée, que ce soit de la peinture ou le fait de partager de belles histoires comme les tiennes. Mhm. Et puis, dans quelques semaines, repars m'entraîner dans le désert du Sinaï, à Dahab, en mer Rouge. Et je vais essayer d'atteindre les 70 mètres, les 70 Wow. mètres, tranquillement. Bah, je te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu aurais un Et conseil à me donner alors pour arriver aux 70 mètres? moi, je te conseille de continuer à kiffer coûte que coûte. Enfin, moi, c'est vraiment ça, mon moteur. Je pense c'est même si c'est pas facile, hein, quand tu es dans l'eau toute l'année, que tu as froid, que tu n'y arrives pas, que tu fais les mêmes choses en boucle, ça peut avoir un côté très répétitif et c'est pas évident de garder la flamme, de garder l'envie. Mais je pense que garder l'appétit de la perf, l'appétit de la mer, c'est super important. Et c'est ce qui fait que sur le long terme, tu vas y arriver. Hmm. Donc, donne-toi la dalle, comme ce que tu as fait là. C'est-à-dire Ouais. te mettre un peu en retrait. Ouais, et puis c'est exactement ça, se donner faim, donc se mettre en C'est retrait ça. pour mieux revenir. Moi, j'ai jamais autant kiffé l'apnée que depuis quand je me suis blessée et que je suis retournée à l'eau. Je voyais ces câbles-là qui plongeaient dans le bleu et il y avait un truc, j'avais les crocs, j'avais envie d'y aller. Vraiment, c'est une métaphore de la faim, quoi. Vraiment, Mais c'est ouais, la mais c'est plus ça belle. que j'ai ressenti toute cette saison. T'avais le couteau entre les dents. Ouais, ouais, encore après, au bout d'un moment, des fois, t'en as un peu marre. Mais j'avais. Ouais, il y a une petite période comme ça où je pense que c'est celle où j'ai le plus progressé, c'est le moment où t'as faim. T'as faim, t'as l'estomac qui gargouille de câbles, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Trop important. Et je pense que ça, c'est valable pour à peu près tout quand tu fais des choses qui exigent beaucoup d'engagement mental, physique. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour le sport, enfin pour n'importe quoi. Ouais, il faut que tu aies envie, il faut se donner de l'appétit, quoi. L'appétit, c'est hyper important. Et donc, pour garder cet appétit, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je prends des pauses, je fais autre chose régulièrement. J'essaie voilà, d'occuper mon cerveau. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup lire, c'est quelque chose qui m'extrait un peu de l'apnée. Euh, et voilà, faire de la montagne, faire des choses qui coupent radicalement avec la mer, quand il revient, t'es trop content, quoi. Et c'est un peu ça qui me fait peur avec Dab, c'est que c'est les endroits en vase qui fonctionnent en vase clos où il n'y a que ça à faire. Et moi, je sais que c'est le genre d'endroits qui me font un peu peur parce que je tourne vite en rond et du coup, il n'y a que le blue hole et ça me rend un peu chèvre et j'ai peur de perdre la dalle avec ça. Ok. Eva, je te remercie énormément d'être venue Ah, sur merci à toi. la Freediving Family. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans le prochain épisode? Ah, je veux entendre Marine. Marine Je vais Simoni? je vais entendre Marine écorcher les expressions françaises, me parler en 90 septembre. Je vais entendre Marine. Bon, eh ben, je vais lui proposer. Et elle aura plein de trucs à te raconter. C'est clair. Puis Marine aussi, je l'ai vue en début de saison galérer sur le NAC. Oh là là, Ah ouais, mais Marine, mais alors Marine, c'est un exemple de résilience, je pense. Je incroyable. ne ferai pas Ouais, mieux cette saison-là. c'est clair. Ouais. Bon, eh ben là, je te laisse le mot de la fin, Eva. Gardez l'appétit. Gardez l'appétit et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Et là où vous êtes bon, enfin, dans ce que vous aimez, vous trouverez toujours le moyen d'être bon. Moi, c'est ce que j'ai compris. Super. Merci, Eva. Gardons l'appétit. Julien, à bientôt, au revoir. Ciao. Pour le prochain épisode, je reçois mon copain des îles, Baptiste Loiseau, connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Opale. C'est un photographe aquatique talentueux, spécialisé dans la photo de baleines. Il est basé à Moorea, en Polynésie française. Alors, si vous êtes intéressé par les baleines, les requins à pointe noire, les raies mantards et la vie en Polynésie, écoutez ce 3e épisode et avant de passer à autre chose, n'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast pour qu'il touche un maximum de freedivers francophones. Merci à vous et à bientôt sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée et 100% francophone.